Merci à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. Je m'appelle Rodolphe Hérault, je suis cofondateur de Testapic. Testapic, c'est une société qui propose de réaliser des tests utilisateurs. D'ailleurs, j'avais une question, je me posais la question tout à l'heure. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà réalisé des tests utilisateurs? Juste en levant la main, d'accord? Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et avant d'attaquer donc la conférence qui va porter sur comment améliorer finalement votre interface grâce aux tests utilisateurs, je voulais savoir si vous connaissiez par hasard le point commun qu'il y a. Alors là, je vais vous demander de faire une petite rotation de 90 degrés. Le point commun qu'il peut y avoir entre toutes ces sociétés. Donc, à part le fait qu'elles sont dans le web. Il y en a qui trichent là. Des idées? Alors, c'est vrai, mais pour avoir envie de faire des tests utilisateurs, il faut quand même avoir une certaine sensibilité. Et en fait, la particularité de toutes ces entreprises, c'est que dans leur équipe fondatrice, il y a eu un designer industriel, un UI designer, un UX designer. Ce qui fait que ces entreprises, au-delà de l'expérience utilisateur qu'elles proposent finalement des solutions, des services qui ont été attirants pour les utilisateurs, elles ont mis en place effectivement quelque chose autour de l'utilisateur. Elles ont conçu une interface centrée utilisateur. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un test utilisateur? On va redéfinir un petit peu ce que c'est ensemble. Donc c'est l'observation, la mesure et la compréhension des utilisateurs, donc réels ou cibles, au plus proche de leurs conditions d'usage, avec un produit ou une interface. Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand vous créez une interface, on ne peut pas se projeter en tant qu'un utilisateur de sa propre interface. C'est pas possible. En fait, sachant que vous l'avez créé, vous avez déjà une certaine expertise, une certaine expérience sur ce que vous avez créé. Et de facto, vous ne pouvez plus vous projeter en tant qu'un utilisateur qui découvrirait pour la première fois cette interface. On ne peut pas se dire je me projette en tant qu'utilisateur. Non, ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas non plus vous dire que si votre grand-mère peut le faire, tout le monde peut le faire. Non, si votre grand-mère peut le faire, ça veut juste dire que votre grand-mère peut le faire. Il faut bien comprendre que les utilisateurs, quand ils accèdent à une interface, ils ont un but. Ce but, ça peut être un besoin, ça peut être une envie, ça peut être autre chose, mais ils ne viennent pas par réel plaisir ou juste pour admirer la beauté du graphisme du site. Non, ils ont un vrai but. Par ailleurs, ces utilisateurs, ils sont réellement imprévisibles. Quand vous avez réalisé certains tests utilisateurs, vous avez dû vous rendre compte à quel point l'utilisateur fait ce qu'il veut sur l'interface. Évidemment, parce qu'il n'est pas finalement cadré par quelqu'un qui lui dit quoi faire. Il appréhende l'interface comme lui, il le sent, et tant mieux. Et c'est bien, c'est une certaine liberté vis-à-vis de l'interface qui lui est offerte. Et cet utilisateur, lorsqu'il navigue sur l'interface, il faut bien comprendre qu'il y a un environnement tout autour. Et cet environnement va influer sur l'expérience qu'il va avoir sur l'interface. Un bébé qui pleure, la femme qui dit « c'est prêt, viens manger », ou même, je ne sais pas, une popine qui arrive sur l'ordinateur pour lui dire « rappelle-toi qu'il faut appeler machin ». Voilà. Tout ça, c'est autant de stimuli qu'il peut y avoir autour de l'expérience que va vivre l'utilisateur sur l'interface. Et un dernier point, c'est que les utilisateurs sont des hackers. J'entends par là qu'ils vont essayer d'utiliser des fonctionnalités, ils vont essayer de manipuler votre site d'une manière dont vous imaginez même pas. C'est incroyable, ils essayent toujours de faire des choses incroyables, alors qu'ils n'en ont pas forcément la possibilité. Et vous êtes les premiers hackers finalement, parce que, je vais vous prendre un exemple très concret dans la vie de tous les jours. Je pense que tout le monde a au moins essayé une fois de dévisser une vis avec un couteau. Bon, on est d'accord que le couteau, c'est pas fait pour, mais bon, ça peut fonctionner. Et donc, on a hacké l'utilisation du couteau pour pouvoir arriver à un but précis. Il y a quelque chose que j'essaye d'inculquer aux clients quand ils disent « oui, non, mais on sait comment ils se comportent, les utilisateurs ». Et je leur dis « mais est-ce que vous les avez observés ?» Ils me disent « non, mais bon, on les connaît, on imagine bien ». Non, si vous n'observez pas comment se comportent vos utilisateurs, vous n'êtes pas en capacité de comprendre comment ils se comportent. Puisque finalement, on se rend compte que vous n'êtes pas l'utilisateur final, il va falloir tester l'interface.
Il va falloir tester pour 3 choses. Déjà pour valider les partis pris, les fonctionnalités, l'aspect graphique, les intentions iconographiques. Ça va permettre également de corriger certains problèmes que pourrait avoir potentiellement l'interface. Et enfin, ça va permettre d'optimiser en fait l'interface parce qu'on se rend compte que les besoins évoluent dans le temps. C'est-à-dire qu'une interface qui à un instant T est correcte, réalisée avec, qui est louable en fait, qui est accessible, on se rend compte que ça évolue au fur et à mesure de la culture des utilisateurs, de leur manière de naviguer, d'intégrer en fait certaines connaissances qu'ils n'avaient pas auparavant. Et de ce fait, ça va vraiment vous aider à optimiser l'interface. Il y a un espèce de cercle vertueux qui s'appelle le CMA, qui s'appelle « Construisez, mesurez, apprenez ». Vous construisez une interface, un service, vous le mesurez grâce aux utilisateurs. Est-ce qu'ils y arrivent, est-ce qu'ils n'y arrivent pas, à combien de pourcents ils y arrivent, à combien de pourcents ils n'y arrivent pas. Et enfin, grâce à ça, vous allez pouvoir apprendre. Et vous recommencez. Et ce que je dis souvent aux clients, c'est qu'il y a 3 manières en fait, d'améliorer vos interfaces. Alors, la première, la plus évidente, c'est effectivement de les tester. La deuxième, un peu moins évidente, mais tout aussi efficace, c'est de la tester. Et enfin, la troisième, ma préférée, c'est de la tester. Tout tourne autour vraiment du test, c'est primordial. Alors, tout ça c'est bien beau, mais comment finalement comprendre ces utilisateurs ? On peut se dire qu'on peut les comprendre en analysant les chiffres que nous propose l'analytics. On peut se dire, oui, effectivement, là je vois qu'il y a un problème, du coup je comprends que l'utilisateur a eu un problème. Ok. En fait, il faut bien comprendre que les chiffres sont des indicateurs, c'est-à-dire que c'est super, c'est des très bons indicateurs, là-dessus il n'y a aucun débat. En revanche, vous n'aurez jamais le pourquoi. C'est-à-dire que vous allez pouvoir comprendre effectivement qu'un utilisateur a rencontré potentiellement un problème à un moment donné, mais pourquoi ? Et ça, malheureusement, l'analytics ne peut pas encore nous le donner. Donc comment procéder ? Tout simplement en testant réellement l'interface. Ok, mais qu'est-ce qu'on va tester ? Comment ? Avec qui ? À quel moment ? C'est un peu ce qu'on va voir. Comment tester l'interface ? En fait, avant de se lancer dans les tests utilisateurs, alors ceux qui en ont déjà fait, ça peut être ce dont je parle, c'est-à-dire, je parle du protocole de test. Le protocole de test, finalement, c'est un espèce de cahier des charges qui va établir un peu le périmètre du test. On ne peut pas tout tester, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, on met en place des problématiques. Une problématique, par exemple, ça peut être, je me rends compte, grâce à l'analytics, justement, qu'au moment de rentrer son numéro de carte bleue, l'utilisateur il part de la page. Sacrée problématique, c'est un peu pénible ce genre de problématique. Ok, on a cette problématique-là. Grâce à ça, on peut émettre également des hypothèses. On va se dire, peut-être que l'utilisateur n'est pas assez rassuré à ce moment-là sur la sécurité, sur comment crypter le site pour pouvoir indiquer ses coordonnées bancaires. C'est une hypothèse. Cette hypothèse sera bien sûr affirmée ou infirmée lors du résultat de l'étude. Et enfin, l'objectif, c'est-à-dire un objectif généralement quantifié, c'est-à-dire on aimerait faire descendre ce taux de perte de 30%. Voilà, c'est un objectif réel qu'on va pouvoir essayer de mettre en place et on va essayer d'y arriver en justement mettant en place l'étude de l'utilisateur et enfin pour débusquer les problèmes éventuels sur la page. Avec qui on va faire tester cette interface ? Avec les utilisateurs cibles. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la grand-mère. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense que tout le monde ici est en mesure de savoir à quoi correspond la cible des personnes qui sont amenées à venir sur votre service, sur votre site. Et c'est cette cible-là qu'il va falloir solliciter. Mais alors on teste quoi et à quel moment ? Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. En fait, on peut tester beaucoup de choses à beaucoup de moments. On peut tester lors de l'expression du besoin, lors de la mise en place de wireframe, lors de la mise en place de maquettes ou lors de la recette. Et en fait, à chaque stade correspond éventuellement une typologie de test où les utilisateurs vont pouvoir être intégrés justement pour diminuer, on va dire, l'effort et surtout être en adéquation avec leurs vraies attentes. Il y a un chiffre, je l'ai présenté tout à l'heure, en fait c'est que 50% du temps de développement
peut être économisé si vous faites des tests en amont du projet. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vous asseoir sur 50% des fonctionnalités que les utilisateurs ne vont pas forcément utiliser. Et c'est pas rien parce que ça permet justement de se focaliser sur les réels besoins des utilisateurs, d'économiser de l'argent, parce que le développement a un coût, et d'économiser du temps, encore plus cher. Comment mener les tests utilisateurs concrètement? Tout d'abord, il va falloir savoir combien on a besoin d'utilisateurs. On peut se dire qu'on a besoin de beaucoup d'utilisateurs. Alors oui, effectivement, si vous souhaitez faire tester un site complet, si vous souhaitez faire tester Amazon par exemple, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'utilisateurs. Mais ça n'a pas vraiment de sens parce qu'il vaut mieux s'attacher sur des indicateurs où potentiellement on peut cibler les problèmes et s'attacher justement à ces problèmes-là. Et sur ces problèmes-là, sur une tâche spécifique, des utilisateurs suffisent pour détecter 85% des problèmes. Alors ça c'est génial parce que 10 utilisateurs, on dirait que ça ne fait pas beaucoup. Et c'est vrai que ce n'est pas énorme. Et pouvoir déceler 85% des problèmes sur une tâche spécifique, c'est quand même rentable. En fait, nous, ce qu'on conseille, c'est de travailler par groupe de 15-20 utilisateurs pour débusquer les maximum de problèmes, par type de profil et par device. Parce qu'évidemment, on peut tester une interface sur plusieurs devices. Quels sont les outils mis à disposition pour pouvoir faire des tests utilisateurs? Alors, je vais vous en présenter 3, il y en a plus, mais 3 qui sont intéressants, avec des approches un peu différentes, et on va voir en fait les différents avantages et inconvénients qu'ils proposent. Tout d'abord, il y a la méthode un peu do-it-yourself, c'est le Guerilla UX Research, qui consiste en fait à descendre dans la rue avec votre ordinateur, votre iPad, vos post-it, votre cahier de collier, peu importe, et présenter cette interface à des gens dans la rue. Ça peut être dans un Starbucks, vous leur payez un café et vous leur demandez ce qu'ils pensent de ce que vous avez fait. Un arrêt de bus, à une sortie de station de métro. Tout autant de lieux où finalement vous pouvez acquérir des retours de réels utilisateurs. L'avantage, c'est que c'est facile et c'est rapide à mener. N'importe qui peut sortir de chez lui avec son cahier et le présenter à quelqu'un dans la rue. L'avantage aussi, c'est que c'est pas cher, c'est quasiment gratuit. Et l'avantage également, c'est que vous êtes là. Et c'est pas des moindres parce que si l'utilisateur est bloqué lorsque vous faites étudier l'interface, vous êtes en capacité de le relancer ou de le débloquer. Et également de le faire aller sur des points où vous aimeriez avoir plus de détails. Les limites à ces tests guérilla, c'est que la cible, elle est un peu aléatoire. C'est-à-dire que vous allez attraper des gens dans la rue, mais bon, c'est pas forcément des gens qui correspondent au cœur de cible. L'autre problème aussi, c'est le faible nombre de participants, parce que vous allez le mener sur 5-6 personnes, et vous allez voir que quand il faut prendre au moins 1 heure avec une personne, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Donc, c'est limité forcément en termes de nombre d'utilisateurs. Et l'avantage que vous aviez tout à l'heure peut également être un biais, dans le sens où la manière dont vous allez poser les questions à l'utilisateur va faire qu'il va vous répondre d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle en fait le biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire qu'en fait, la manière réelle dont vous allez exprimer les tâches que l'utilisateur doit réaliser va faire qu'il va essayer de s'adapter à ces tâches-là. Et du coup, il va plutôt aller soit complètement dans votre sens, soit complètement aller à contresens, mais ça va être moins naturel. Donc c'est un biais quand même qui est assez présent dans ce cadre-là. Et enfin, l'environnement peut ne pas être adapté, c'est-à-dire que si vous essayez de vendre un objet zen à une sortie de métro, le contexte n'est pas idéal. En ce sens, c'est une certaine limite du test guérilla. Une autre possibilité pour faire tester ces interfaces, c'est d'aller en laboratoire. En laboratoire, c'est exactement ce que vous voyez sur la photo. Vous avez un observateur, qui peut être également vous. Vous avez un testeur, qui est mis dans une pièce où justement il est confronté à l'interface. Et vous êtes derrière la vitre sans teint et vous observez comment l'utilisateur réagit par rapport à l'interface. Alors, pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est assez marrant. On a souvent envie de passer derrière la vitre pour lui expliquer comment ça fonctionne. Mais c'est très révélateur. Ça permet d'avoir des retours directs
et c'est assez enrichissant. L'avantage aussi, c'est que ça propose des outils de mesure précises, comme l'eye tracking. L'eye tracking, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet outil-là. Pour faire court, c'est un outil qui permet en fait de capter ce que regarde l'utilisateur sur l'écran et de détecter ensuite quels ont été les éléments vus ou pas vus, pour schématiser. L'avantage, c'est que vous êtes présent, donc vous avez accès directement à l'information. Et l'avantage, c'est qu'il y a également un modérateur qui peut relancer, comme on l'a vu tout à l'heure, l'utilisateur. Les limites, c'est que c'est un environnement qui est artificiel. C'est-à-dire que l'utilisateur, il se déplace dans un lieu, il sait qu'on l'observe, et c'est source de stress. Et en ça peut dénaturer certains propos qu'il pourrait avoir. L'inconvénient qu'on a, c'est qu'effectivement, on ne peut pas faire tester 15 utilisateurs en même temps dans la même pièce. Ce serait ingérable. Donc, on est limité aussi en termes de représentativité. L'autre problème aussi, c'est qu'il n'est pas sur son matériel. C'est-à-dire que s'il a l'habitude d'être sur un Mac et qu'on lui propose un PC, l'expérience utilisateur, il va déjà avoir un effet d'apprentissage qu'il va devoir engendrer au début, dont il va peut-être parler alors qu'il n'est pas là pour ça. Et c'est vrai que ça peut biaiser un petit peu les propos. Et enfin, on retrouve le biais de tout à l'heure de désirabilité sociale, c'est-à-dire l'influence que le modérateur peut avoir lorsqu'il pose les questions. Une troisième façon de mener des tests utilisateurs, c'est de les mener à distance. En fait, on part d'un constat qui vient de cette phrase qui dit « Si vous souhaitez savoir comment chasse un lion, n'allez pas au zoo, il vaut mieux aller dans la jungle. Ça ne va pas être la même chose. » Et en fait, c'est assez vrai parce que finalement, un utilisateur qui se retrouve dans un environnement qui ne lui est pas familier et dans lequel on le prépare à évaluer une interface, fait que c'est pas chez lui, c'est pas son matos, c'est très différent. Les avantages du test à distance, c'est que ce sont des conditions réelles. C'est-à-dire qu'il choisit quand est-ce qu'il veut réaliser le test. S'il veut le réaliser à 4h du matin, il peut. S'il veut le réaliser à midi, il peut aussi. Il peut choisir le lieu où il le réalise, tranquille dans son canapé avec les pantoufles, c'est possible, ou sur le lieu de son travail, c'est envisageable aussi. Lorsqu'il est sur le trajet en bus, si c'est une interface mobile, c'est tout à fait envisageable également. Enfin, il n'y a pas d'interaction avec un tiers. J'entends par un tiers une personne qui aurait conçu l'interface de près ou de loin. Donc c'est quand même, on enlève justement le biais de tout à l'heure de désirabilité sociale dont je vous parlais. C'est rapide et flexible dans le sens où solliciter des centaines d'utilisateurs, ça vous prendra 48 heures. Comme ce sont des tests qu'on appelle asynchrones, c'est-à-dire qu'un nombre n d'utilisateurs peut les réaliser au même moment et vous agrégez la donnée au fur et à mesure. Ils peuvent travailler le week-end, ça tombe bien, comme ça on vous lancez les tests le vendredi soir, le lundi matin vous pouvez attaquer l'analyse, c'est quand même pratique. Enfin, il y a la représentativité de l'échantillon. Les sociétés qui proposent les tests utilisateurs à distance proposent soit un panel, soit n'en proposent pas. Dans le cadre où ils proposent un panel d'utilisateurs propriétaires, vous avez la capacité de segmenter très finement votre audience finalement. Si vous souhaitez des femmes enceintes avec une voiture rouge et une coupe punk, c'est possible, on peut les trouver. Et on peut les trouver sur tout le territoire canadien. C'est aussi un certain avantage. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'une interface, surtout dans le monde du web, ça peut toucher une large population répartie sur un territoire. Donc ça a cet avantage-là. Et enfin, le rapport qualité, performance, prix est indéniablement avantageux dans cette typologie de test. Il faut savoir qu'un test, pour rebondir tout à l'heure sur le test en laboratoire, le ticket d'entrée est important, mais c'est normal, ça demande une infrastructure, ça demande des moyens, ça demande des outils qui sont onéreux, et du coup, ça coûte plus cher, forcément. Les limites, par contre, du test utilisateur, c'est que, justement, vous n'êtes plus là. C'est-à-dire que si l'utilisateur il est bloqué, quand vous êtes en train de réaliser le test, il est bloqué, c'est fini, ça s'arrête là. Et en même temps, dans la vraie vie, quand vous êtes bloqué sur une interface, ça s'arrête là pareil. Hein. Donc finalement, ça se vaut. Après, c'est sûr que c'est embêtant de
d'avoir un utilisateur qui est bloqué et que ça s'arrête là. C'est un peu frustrant, c'est vrai. Mais on peut augmenter la taille de l'échantillon, donc ça peut aller. Et enfin, un frein important qu'il peut y avoir sur les tests utilisateurs à distance, c'est que si effectivement vous avez accès uniquement à un outil, la constitution du panel peut être chronophage. Il faut solliciter des personnes, il faut les segmenter, voilà, est-ce que c'est vraiment ma cible? Voilà, ça peut être assez long. Dans le cadre de tests B2B, si vous avez déjà des clients, vous pouvez tout à fait les solliciter directement, injecter votre propre panel, donc ça peut aller plus vite. Vous allez recueillir plein de données, et en fait, ces données, il va falloir les organiser. Pour les organiser, en fait, il faut caractériser les problèmes et les identifier. C'est la manière un peu dont on fonctionne chez nous, et notamment les chargés d'études. Tout d'abord, ils caractérisent la typologie des retours. Est-ce que c'est un axe d'amélioration? Est-ce que c'est un point bloquant? Est-ce que c'est au contraire un point positif? C'est bien de capitaliser également sur les points positifs. Ensuite, on contextualise le problème. Où est-ce qu'il se situe? Est-ce que c'est sur la page d'accueil? Est-ce que c'est sur le checkout? Est-ce que c'est ça peut être un cheval à travers 2 pages, ça peut être une expérience de lenteur, donc c'est l'intégralité du site par exemple. Mais il faut situer le problème. Enfin, on spécifie la nature et on détermine la cause. Donc en étudiant les retours des utilisateurs, il est assez aisé finalement de dire lui, il a rencontré un problème à ce moment-là, voilà d'où ça vient, et voilà comment ça s'est manifesté. Enfin, il faut envisager des actions correctrices. Il faut les envisager. Alors, c'est important envisager parce que on peut avoir des retours très concrets des utilisateurs qui nous disent, par exemple, là, ça ne va pas, le bouton il est rouge, on le veut vert. Bon, bah là, il n'y a pas de débat, effectivement, le bouton, il faut qu'il soit vert. Mais il arrive aussi que les utilisateurs nous disent je ne suis pas trop emballé. Hein. Je ne suis pas trop emballé par la couleur du bouton. Je pense qu'il faudrait trouver autre chose. Et là, ça devient plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut les envisager, mais sans non plus se laisser influer par sa propre expérience pour mettre en place des actions correctrices. Il faut d'abord s'appuyer sur les dires des utilisateurs. Si les dires sont suffisamment solides, s'il y a suffisamment de criticité et de fréquence d'occurrence, oui, on peut donner une bonne recommandation. Dans le cas contraire, on peut proposer et ensuite refaire tester pour effectivement vérifier que les propositions sont valides. Et enfin, on évalue donc leur criticité. Est-ce que le point bloquant qu'a rencontré l'utilisateur impacte le site de manière incroyable? Ou au contraire, est-ce que c'est un quick fix qui pourrait éventuellement être fait en fin de projet? Voilà. Enfin, ce qu'on peut évaluer aussi, c'est l'impact de la réparation du problème qui peut avoir lieu sur les équipes. Est-ce que ça va demander beaucoup d'investissement? Est-ce que ça va demander des développements? Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste appeler quelqu'un pour qu'il change une faute d'orthographe qu'a hérité l'utilisateur? Ce tableau-là, en fait, va permettre finalement de trier les problèmes et de voir quels sont les plus critiques et les plus faciles à mettre en place, et finalement d'avoir une feuille de route sur quels sont les problèmes à régler en premier. Je vais vous présenter justement des tests utilisateurs qui ont été menés et des exemples de retour finalement sur des points assez précis. C'est assez intéressant. Je vais vous resituer un petit peu le contexte à chaque fois. Là, c'est un site qui s'appelle Un jour ailleurs, qui fait de la vente de prêt-à-porter en ligne. Et les indicateurs qu'ils avaient à travers leurs données analytics, c'était on ne comprend pas, sur la page de résultats, beaucoup d'utilisateurs utilisent les filtres donc pour filtrer les vêtements, mais ils les utilisent de manière beaucoup trop importante. Ils décochent, ils cochent, ils recochent. On ne comprend pas, on aimerait avoir des retours là-dessus. Et je vais vous montrer justement ce qu'il en est ressorti et vous allez voir de suite le pourquoi. Un des soucis, voilà, c'est comment voulez-vous choisir des tailles de type 30, 38, 40 et LM ou T1, T2. Le mélange de tailles dans ces cadres-là, c'est juste... je fais comment pour choisir plusieurs? C'est plusieurs niveaux. Donc si j'en choisis un, voilà, si je ne regardais pas comme tout à l'heure j'étais, en disant hop, je choisis tout de suite ma taille, pouf, il n'y est plus. Donc il ne m'est plus proposé. Alors qu'en taille 4, ce blouson, il pourrait m'aller.
Un des soucis... Alors, je sais pas, parce qu'elle parle un peu vite, l'utilisatrice. Est-ce que vous avez compris, en fait, le problème identifié par l'utilisateur? Alors, je vais vous expliquer. En fait, il y a deux manières sur ce site-là de présenter les tailles. Il y a une manière de dire taille 1, taille 2, taille 3, et également de dire XL, XS, mais tout ça au même niveau. Et en fait, l'utilisatrice se rend compte qu'en cochant une certaine typologie de taille, elle n'a pas les mêmes articles que l'équivalent dans l'autre taille. Et on a la réponse de pourquoi justement les utilisateurs utilisent à excès justement cette barre latérale. C'est qu'en fait, ils essayent d'avoir l'exhaustivité du catalogue, mais sans pouvoir y arriver, parce que les filtres ne sont pas cumulables. Donc voilà, la recommandation finalement, elle est toute faite, c'est déjà uniformiser les tailles, et pouvoir également cocher plusieurs tailles, pour qu'on puisse avoir l'exhaustivité des produits. Là, il s'agit d'un site de comparateur d'assurance, voiture, habitation. Et en fait, l'utilisateur devait arriver à la fin de ce simulateur et nous expliquer un peu ce qu'il pensait de la page justement présentant les différents forfaits d'assurance. Et là, c'est un extrait intéressant parce que je vous parlais tout à l'heure justement quand l'utilisateur donne des recommandations directement au site, et c'est exactement ce qui se passe. Alors vous allez voir, les tests utilisateurs, c'est assez direct, hein, vous ne formalisez pas sur les propos. On voit bien quand je fais voir plus de détails, j'ai bien, j'ai un petit, surtout les avantages machin, ça je m'en fous. Par contre, les garanties principales sont bien mises en valeur. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir sélectionner plusieurs assurances et mettre le tableau, les garanties principales, avoir quelque chose, bref, avoir un vrai tableau comparatif, pouvoir cocher plusieurs assurances et avoir un vrai tableau comparatif des garanties principales. Voilà, alors là, il n'y a plus qu'à. Hein. Je veux dire, l'utilisateur, il a carrément donné la solution sur pourquoi la page finalement était appréciée, c'est pas non plus catastrophique, mais il manque finalement quelque chose de critique à cette page-là, c'est que on lui offre la possibilité justement d'avoir N forfaits d'assurance, mais sans avoir la possibilité de les comparer. Dommage, c'est dommage. Donc voilà, et ils ont mis effectivement en place après le tableau comparatif qui permet justement de suivre quelle est l'assurance qui est le plus adaptée à ce qu'on souhaite. Je vais enfin terminer avec juste ce petit extrait. Il s'agit d'un site qui vend des articles de culture qui s'appelle la FNAC. Je ne sais pas si vous avez l'équivalent au Canada. Et c'était l'interface mobile qu'on souhaitait faire tester parce qu'on mettait l'utilisateur en situation où il voyait un produit et il souhaitait avoir la disponibilité de ce produit dans le magasin le plus proche. Donc c'est une tâche extrêmement spécifique. Et le client essayait justement d'avoir des retours sur pourquoi l'utilisateur n'utilisait pas forcément cette fonctionnalité, ou est-ce qu'elle était mal comprise, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était problématique. Et on va voir ce qu'il en est sorti. Magasin Fnac, voir disponibilité en magasin. On va cliquer là-dessus. Donc la même chose, il faut saisir soit la ville, soit un code postal. Pour la recherche, c'est instantané par contre, très rapide au niveau des résultats affichés. Le produit est indisponible. Ah, j'allais dire disponible parce que j'ai vu du vert, mais le vert en fait indique que le magasin est ouvert. C'est un peu trompeur, je trouve. Alors, c'est dommage, hein, ça partait d'un bon sentiment, sauf que le point d'interaction de l'utilisateur était sur la disponibilité du produit. Et là, on peut se rendre compte de la force, justement, de la force évocatrice des couleurs, c'est que l'utilisateur s'est dit « Ah, c'est vert, mon produit est disponible ». Non, en fait, c'est juste que le magasin est ouvert. C'est dommage, parce qu'en fait, le fait que le produit est indisponible est indiqué par le petit pictogramme en forme de croix situé à gauche. Et là, c'est un point particulièrement important dans l'expérience globale de l'utilisateur, parce que là, l'utilisateur a de la chance, il s'en est rendu compte. Mais imaginez un utilisateur qui ne s'en rend pas compte, qui se dit « Ah, mon produit est disponible, je vais aller le chercher ». Alors bon, le magasin est ouvert, c'est déjà ça. Il se pointe sur place et on lui dit « c'est pas disponible ». Alors que lui, il est persuadé que le produit est disponible. Donc là, c'est toute l'expérience de l'utilisateur jusqu'au physique qui est mis en porte-à-faux.
Je vais terminer sur... alors, généralement, les clients n'aiment pas trop qu'on communique les chiffres. C'est un truc très franco-français, ça. Sur, par exemple, l'avantage qu'on a eu à mener des tests utilisateurs sur les interfaces. Muséo, c'est un site qui propose la reproduction d'œuvres d'art, donc d'impression en plusieurs formats. Est-ce que vous serez capable de me dire, en fait, pourquoi ils ont gagné 15% en plus de conversion entre la première version et la deuxième version ? Pardon ? Ouais, là, vous n'êtes pas avantagé, c'est vrai. Pardon ? Oui, alors, il me semble que c'est exactement ça, il me semble, si j'ai bien entendu. C'est qu'en fait, il n'y avait aucune possibilité dans la première version de contextualisation de l'œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on demande à l'utilisateur de choisir une dimension, 30 x 60, 90 x 180. L'utilisateur se disait, qu'est-ce que ça va donner chez moi, ça ? C'est quand même un peu compliqué à se projeter sur ce genre de dimension. Et donc la recommandation, c'est effectivement de mettre une échelle, de donner des éléments où l'utilisateur peut identifier finalement la taille de l'œuvre par rapport à certains éléments comme le canapé, la plante verte, le fauteuil. Et il peut se projeter et du coup se dire, là c'est la bonne dimension, je suis sûr que j'achète un produit qui va me convenir. Ce qui n'était pas le cas avant. Plus 15%. C'est tout bénef quand même, dans ces cas-là. Voilà, je vais vous laisser sur cette dernière slide. Je vous remercie de m'avoir écouté.